La colère des policiers, elle ne retombe pas, elle se manifeste notamment dans les Bouches-du-Rhône et on verra si ce soir Elisabeth Borne sur BFM TV à partir de 19h saura trouver les mots pour calmer cette fronde. Alors on va essayer tout d'abord de la mesurer avec Vincent Vortiguen, bonsoir. Et ce n'est pas simple parce que ce n'est pas une grève, hein. Les policiers n'ont pas le droit de faire grève dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est, on va dire, une grève du zèle avec des moyens détournés. On a beaucoup parlé du code 562, de ces arrêts maladie. Alors est-on capable d'avoir des éléments, des critères plus précis pour mesurer cette fronde? Alors c'est vrai, vous l'avez dit, depuis le début de la semaine, on a du mal à évaluer le phénomène, notamment parce que les autorités, que ce soit la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, la préfecture de police de Paris ou même le ministère de l'Intérieur, refusent de communiquer des chiffres parce qu'ils savent aussi que s'ils communiquent des chiffres, ça peut susciter un mouvement d'inquiétude dans la population, le fait de savoir que les policiers finalement n'assurent plus leur mission. Donc on a du mal à évaluer ce phénomène, sauf qu'aujourd'hui on a les conséquences du phénomène. C'est-à-dire qu'un policier, quand il place quelqu'un en garde à vue, quand il procède à une arrestation, la personne peut rester 24-48 heures en garde à vue et être ensuite déférée devant un parquet. Et aujourd'hui, pour mesurer le phénomène, on peut parler de l'activité des parquets des grosses juridictions françaises dans les grandes villes de France qui, elles, commencent à subir le premier impact. On est en mesure de le dire ce soir, que ce soit à Meaux, à Bobigny, à Paris et évidemment à Marseille. Le nombre de déferments diminue assez sensiblement, voire est divisé par deux dans certaines juridictions. Un exemple pour vous situer les choses, j'étais au téléphone tout à l'heure avec le procureur de la République de Meaux qui me disait l'an dernier, en juillet 2022, une semaine classique, c'est 42 personnes qui sont déférées. C'est-à-dire 42 personnes qui sortent de garde à vue, qui sont présentées au parquet avant d'être orientées en comparution immédiate ou sur une autre convocation devant la justice. 42 personnes par semaine l'an dernier. Et cette semaine, me dit-il, on sera autour d'une vingtaine. Donc ça veut dire que l'activité, elle est divisée par deux. Alors, ça permet d'évaluer un peu le phénomène, mais il faut le nuancer. Il y a effectivement le mouvement de grogne des policiers, l'activation du code 562, mais il y a aussi certains policiers qui ont pris des récup ou des congés après les émeutes. On sait qu'ils ont été beaucoup sollicités. Si les policiers sont moins sur le terrain, il y a moins d'arrestations, il y a moins de garde à vue, il y a moins de déferments. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce qu'on nous dit d'une façon générale, c'est que les grosses opérations de police, les arrestations par exemple prévues de longue date, où les gros phénomènes sont pris en compte. En revanche, il y a beaucoup moins de flagrants délits. On va moins arrêter la personne en train de commettre un flagrant délit dans la rue pour le placer en garde à vue immédiatement. Donc l'activité policière est en baisse, on la constate avec les informations de Vincent. Christophe Rouget, c'est votre constat également, c'est ce que vous faites comme constat? Oui, elle est en baisse, c'est l'essence même du mouvement, c'est des policiers qui se désengagent, mais ce risque de désengagement, vous savez, on l'avait déjà après les Gilets jaunes, où des chefs de la police me disaient, au bout d'un moment, les policiers ne vont plus s'investir dans leur métier parce qu'ils prennent trop de risques. Trop de risques pour leur vie privée, pour leur vie professionnelle. Et donc là, on a une colère, une fronde, les mots qu'on veut utiliser. On a un gouvernement qui a dit qu'il avait entendu, un président de la République qui avait compris la colère. Maintenant, pour qu'elle retombe, c'est très simple, il faut des actes. Entendre, c'est bien, mais répondre, c'est mieux. On va y revenir, notamment sur l'aspect politique, avec l'intervention ce soir de la Première ministre. Elle est très attendue là-dessus, j'imagine, par les policiers. Mais on va mesurer sur le terrain les conséquences de cette fronde, et notamment à Marseille, avec Cindy Chevaux au bureau de BFM Marseille, journaliste police-justice. Bonsoir Cindy. Vous avez enquêté dans la cité des Marronniers à Marseille. Ce mouvement des policiers profite aux dealers ? Bonsoir. Et oui, forcément, on a beaucoup parlé des policiers ces derniers jours et de leur mise en arrêt maladie. Alors forcément, bien, on a voulu savoir ce qui se passait dans les quartiers nord de Marseille quand il y a moins de forces de l'ordre. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est rendu dans cette cité des Marronniers. Il faut savoir que c'est une zone sensible, un quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Il est d'ailleurs la cible de la technique de pilonnage de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. Régulièrement, voire très souvent, tous les jours, il y a des descentes de police, des descentes de la BAC, de la brigade anticriminalité. Et pourtant, eh bien, ce mardi, c'est dans une atmosphère plutôt sereine que les dealers ont pris leur poste. Aucune tension parce qu'ils nous ont expliqué qu'ils pouvaient vendre tranquille, pas de force de l'ordre. Ils nous ont d'ailleurs expliqué qu'ils n'avaient pas vu la BAC ces derniers jours. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Merci l'État, ils ont bougé un peu, la justice elle a fait un peu son travail. Ça fait 2-3 jours c'est calme, mais sinon ils sont là tous les jours, ils cassent les couilles, mais là ça va tranquille. Il n'y aura pas de perte, il y aura plus de sous. On va se mentir, ça m'a appris, c'est la vie. Hein. Qu'avez-vous observé, vous ?
Eh bien, en fait, la première chose frappante quand nous sommes arrivés au Marronnier, c'est l'absence du barrage. Vous savez, ce barrage, eh bien, c'est ce qui est mis en place dans plusieurs cités de Marseille. On peut le voir à la Brécarde, à la Busserine, à la Castellane, Bassins. Dans beaucoup de quartiers nord de la ville, c'est un enchaînement de meubles, de mobilier, et ça sert en fait à freiner les voitures de police lors de leurs interventions au quartier. Et en fait, eh bien, au Marronnier, ce mardi, le barrage n'était pas installé, ou du moins dans la matinée, il n'était pas installé. Il a été installé un peu plus tard dans la matinée. Il a été installé un peu plus tard dans la matinée. Alors, on le rappelle, la BAC, très peu de descentes de la BAC selon les dealers sur place. En revanche, il est important quand même de rappeler que les CRS continuent, eux, de faire de la sécurité dans ces quartiers chaque jour. Merci Cindy Chauveau de BFM Marseille en direct. C'est quand même à peine croyable quand même ce témoignage du dealer qui remercie en quelque sorte l'État, qui remercie le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de policiers et donc les affaires prospèrent. Je voudrais quand même interpeller l'un de ceux qui appellent à moins travailler au sein du syndicat SGP Police FO, c'est Bruno Bartocchetti, secrétaire national de la zone sud. Bonsoir, c'est quand même fort de café. Les dealers remercient votre mouvement. Écoutez, forcément, notre mouvement, et si vous permettez, j'insiste bien, on n'appelle pas à moins travailler, on appelle à ne pas travailler sur initiative, mais bien sûr de répondre aux appels 17 police secours et de couvrir toutes les missions lorsqu'on a des victimes qui ont besoin de nous. Donc c'est vrai que c'est important de faire la part des choses, si vous le permettez. Et bien évidemment, plus de travail sur initiative, puisque de toute façon, lorsqu'on fait des contrôles routiers, on nous reproche finalement des refus d'obtempérer, comme ça, là aussi, ils seront tranquilles à ce niveau. Et puis, on n'ira pas dans les quartiers sensibles, puisqu'on fait, soi-disant, des contrôles aux faciès. Et on a la confirmation que les policiers, du coup, ne pénètrent pas dans ces quartiers. Donc, vous savez, quand j'entends certains qui s'élèvent, on a une présidente d'une association qui se plaint qu'on ne soit pas présent. Et quand on est présent, elle se plaint parce qu'on fait notre travail d'une manière illégale. Donc, je pense qu'on va répondre d'une manière favorable à ces genres de personnes. Et puis, nous, policiers, on sera en sécurité juridique parce que pour l'heure, vous savez pourquoi on fait ce mouvement, c'est parce que pour l'heure, nous sommes dans une insécurité juridique, oui, mais... et on manifeste ce mécontentement à travers... Non, mais on peut comprendre les raisons du mécontentement, mais c'est la pagaille, ça ne peut pas durer longtemps. Alors écoutez, je dis bien la pagaille, elle peut être retenue, c'est pour cette raison que je reprends par rapport à des arrêts maladie, comme je l'entends sur le plateau, qu'on n'arrive pas à quantifier. Mais nous, notre mot d'ordre, là, vous adressez aux représentants zone sud, unité SGP Police, nous, notre position, c'est le 562. Après, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas à la place de ces policiers qui sont fatigués physiquement et moralement. Et vous savez, d'aller voir les médecins, si je peux faire un petit commentaire, c'est pas de gaieté de cœur. En plus, on a le jour de carence, on y perd de l'argent. Donc, ces policiers qui vont voir le médecin, bon, je l'espère en tout cas, comprendre qu'on a un service public et si ils devaient reprendre des forces, reprendre le chemin du service. C'est l'intérêt de tous, je vous l'accorde. Maintenant, je ne suis pas là pour commenter leurs arrêts maladie. Nous, on reste sur notre 562 et jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas prêt d'arrêter à ce niveau, je vous le garantis. Oui, vous le sentez sur le terrain, la colère ne retombe pas. La colère ne retombe pas et si vous voulez, moi je me suis rapproché de tous mes homologues de la zone, des zones de France et ça se propage essentiellement, on l'avait essentiellement à Marseille bien sûr dans un premier temps et sur la zone sud et ensuite dans l'île de France et ça va continuer au-delà. On veut des garanties aujourd'hui, on ne veut pas une étoile de shérif comme on peut l'entendre ou un permis de chasser, c'est pas du tout ceci. On peut aujourd'hui, et c'est notre rôle à Unité SGP, on va continuer, ça fait des semaines qu'on demande l'anonymisation des procédures, par exemple, on demande des magistrats spécialisés, des magistrats qui ne connaissent pas la législation sur les armes, qui ne connaissent pas le fonctionnement vraiment des LBD, dans quelles conditions on peut se retrouver pour l'utiliser. C'est pas possible d'avoir en face de nous des magistrats qui ne maîtrisent pas ce thème-là, hein, et puis nous dire que nous sommes corporatistes. C'est impossible. Dame Justice a le droit d'entendre que nous avons des revendications, non pas pour se mettre à dos la justice, nous sommes pour la séparation de pouvoir, non pas pour commenter les décisions finales de justice, mais pour sécuriser les policiers aujourd'hui qui ne doivent pas être déférés, dans l'exercice de leur fonction. C'est pas très compliqué, on saisit tous les parlementaires pour ce thème-là et on va aller au bout de notre volonté, en tout cas au sein d'Unité SGP Police, croyez-nous.
La fronde à Marseille, mais aussi la fronde à Nice. Regardez ces images de policiers rassemblés devant une cinquantaine. Regardez, ça s'est passé à la mi-journée. Une cinquantaine de policiers rassemblés en civil pour manifester là aussi leur mécontentement, leur solidarité avec leurs collègues de la PAC de Marseille qui est en détention provisoire. Et on va écouter d'ailleurs quelques témoignages. On bafoue la présomption d'innocence des policiers, sachant qu'un policier, par définition, a quand même les garanties de représentation pour répondre devant la justice, si tel devait être le cas, et si l'enquête démontre qu'il a commis une faute. On est toujours un peu maltraités, on est toujours les vilains petits canards dans l'histoire, et quand on voit des multirécidivistes qui sont libérés à l'issue de leur garde à vue ou de leurs auditions, donc on peut se poser des questions quand même. Le collègue, bon, il a des garanties de représentation, il ne va pas s'enfuir au bout du monde. Jean-Xavier Arnaud, vous êtes conseiller en communication politique. Ces images, elles sont terribles parce qu'en début de semaine, on a un président qui en appelle à l'ordre. Il l'a répété d'ailleurs 3 fois de suite. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Et on voit quoi? On voit des dealers qui se félicitent de l'absence de policiers à Marseille parce que les affaires comme ça sont meilleures. Et puis on a ces policiers qui, là, devant à Nice, se rassemblent en disant nous, on en a marre. On a l'impression que finalement, nous, on nous pardonne rien alors qu'on libère ou on laisse en liberté des délinquants tous les jours. Comme vous dites, vous avez l'ordre puissance 3 lundi midi. Et puis 48 heures après, vous avez le sujet que vous venez de passer avec un dealer qui remercie l'État et qui se réjouit pour ses affaires. Donc vous avez une illustration qui est assez redoutable de la fonction non performative de la parole présidentielle en 48 heures. On dit l'ordre, on a ça. C'est assez terrible. Ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, il y a une exaspération dans la police qui fait que malgré une philosophie très pro-police tout de même dans la déclaration du président de la République de lundi, tout ça ne suffit plus. Alors, est-ce qu'à 19h... Les mots ne suffisent plus. Les mots ne suffisent plus. Est-ce que justement, ça va être intéressant de le voir, à 19h, Elisabeth Borne va venir avec des éléments concrets qui viendraient alimenter le cap fixé par le président de la République lundi? On le saura dans quelques minutes. Mais ce qui est certain, c'est que la situation est assez grave. Elle est d'autant plus grave qu'elle met en lumière une problématique de relation entre la police et la justice. Je rappelle que cette crise, qui est certainement profonde, parce que l'exaspération dans la police vient certainement de loin, mais elle démarre sur une thématique de conflit entre une décision de justice et la réaction de la police. Et par la police, j'entends à la fois les policiers qu'on voit dans vos sujets, mais également le DGPN, le préfet de Paris, l'entourage du ministre de l'Intérieur qui semble aller dans le sens d'un soutien du ministre. Un ministre de l'Intérieur qu'on n'a pas entendu. Qu'on n'entend pas. Depuis le début de cette crise, quand même. Un grand silence. On entend des proches parler de soutien, mais pas beaucoup plus. Des propos du président de la République et de la Première ministre, d'ailleurs, qui certes cherchent à trouver l'équilibre, mais un équilibre qui pencherait quand même plus d'un côté que de l'autre. En tout cas, ils n'ont pas condamné les propos de ce haut fonctionnaire. Il n'y a pas eu de condamnation. Or, il dépend directement... Alors, ces propos sont certainement venus perturber une stratégie de communication qui visait à justement valoriser la police et l'ordre, et sont venus le perturber parce que là, en effet... Là, c'est le désordre qu'on voit. Pardon, mais là c'est le désordre. Et voilà, 48 heures après, qu'est-ce qu'on a? On a des illustrations de désordre assez sidérantes et des pans entiers de Marseille, en l'occurrence, qui sont devenus des zones de non-droit parce que les policiers ont décidé d'aller au bras de fer et de jouer la tension dans cette situation. Donc en effet, le contraste entre la parole présidentielle lundi et l'ordre puissance 3 versus le désordre puissance 1000 aujourd'hui dans certains endroits est terrible. Et donc on voit une non-performativité de la parole présidentielle qui est assez décrédibilisante. Alexis Cuvillier, bonsoir. La Première ministre a donc choisi BFM TV pour cette première grande interview depuis le remaniement. Et le fait qu'elle-même ait sauvé en quelque sorte sa place à Matignon. Ça sera donc à 19h à Matignon. Néla Latrousse pour les questions. Le sujet numéro 1, c'est celui-là, le sujet qu'il faut régler. Que peut faire Elisabeth Borne? Selon toute vraisemblance, Elisabeth Borne, elle va rester sur la ligne qu'elle a fixée elle-même hier au Havre lors de son déplacement aux côtés d'Édouard Philippe, c'est-à-dire de rappeler qu'il y a dans ce dossier une cohérence au sein de l'exécutif, cohérence avec le président de la République,
cohérence avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dont le silence ne cesse d'alimenter la polémique d'une certaine façon. Et le ministre de l'Intérieur, là-dessus, continue dans cette ligne. Il est en ce moment en train de rentrer en France après le déplacement en Nouvelle-Calédonie. Il était aux côtés d'Emmanuel Macron sur toute la première partie de ce déplacement. Il va rentrer en France. Nos confrères de l'agence France-Presse nous disent qu'il va rencontrer Elisabeth Borne très probablement vendredi pour un entretien qui n'a pas été confirmé à ce stade par les entourages respectifs auprès de BFM TV. À quoi va ressembler cet entretien? Est-ce que la Première ministre va demander des comptes à Gérald Darmanin? Ce sera évidemment intéressant d'essayer de le savoir. Ce seront notamment le but des questions de Néla Latrousse ce soir. Et puis peut-être essayer de trouver des mots pour continuer de montrer que l'exécutif a toujours confiance dans la police, de montrer des signes d'apaisement. On voit que pour l'instant, la parole présidentielle de lundi, même si en effet elle était plutôt du côté des policiers, n'a pas suffi à faire baisser les inquiétudes de certains policiers. On voit que les mots ne suffisent plus, c'est-à-dire rendre hommage au dévouement policier comme l'a fait Emmanuel Macron, comme le font tous les ministres là, depuis plusieurs jours, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous attendez, Christophe Rouget? Oui, les mots ne suffisent pas et le ministre de l'Intérieur s'est toujours battu pour les policiers. Il a obtenu une loi de programmation. Maintenant, il faut appliquer cette loi de programmation. Il y a des accords salariaux qui ont été passés, il faut les respecter. Et ensuite, il faut, dès son retour, qu'il voit les syndicats pour qu'on continue à progresser dans la défense, dans la protection des policiers, dans leurs conditions de travail. Donc il faut des choses concrètes. Effectivement, si on reste sur les mots, ça ne suffira pas à apaiser cette colère. Et donc il faut, dès le retour du ministre, qu'on puisse mettre autour de la table, c'est notre demande en tout cas à la CFDT, se mettre autour de la table pour discuter et trouver des solutions. Mais le fond du problème, c'est la façon dont la justice a traité ce policier et a traité également le policier qui a tiré et tué Naël. C'est 2 détentions provisoires. Et ce sont ces 2 détentions provisoires qui ont déclenché la colère. Avec certains policiers qui estiment qu'il faut un statut particulier pour cette profession lorsqu'elle est mise en cause dans l'exercice de ses fonctions. Alors, il ne faut pas opposer la police et la justice, et nous ne le ferons jamais. Il ne faut pas l'opposer, mais pardon, moi j'entends vos collègues le faire matin, midi et soir. Vous ne m'avez jamais entendu le faire, en tout cas à la CFDT. Peut-être voilà, pas vous, mais beaucoup le font. Beaucoup le font, mais je crois que ce n'est pas l'objet du débat. C'est quand même le syndicat Alliance qui dit le problème de la police, c'est la justice. Oui, nous avons toujours dit le problème de la police, c'est les moyens de la justice. Il faut qu'elle puisse avoir les moyens de s'occuper de ces délinquants. Mettre en prison un policier, enfin en détention provisoire, ce n'est pas une question de moyens, c'est une décision de justice. C'est une décision, mais vous savez que on aurait moins de détention provisoire si la justice allait beaucoup plus vite aussi. Vrai aussi. Ça serait une réponse qui serait possible. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. 75% de la population nous soutient. Il faut qu'on retrouve de la sérénité, qu'on puisse défendre nos concitoyens contre l'insécurité tous les jours. Et pour cela, il faut discuter. Concernant la détention provisoire, on peut ouvrir en débat sans opposer la police et la justice. Et on peut essayer de trouver autour de la table aussi Certains voudraient une loi avec un statut particulier. On verra ce que feront les parlementaires, mais on peut discuter de trouver comment mieux protéger. On a fait revenir des policiers en leur disant c'est la guerre, on vous mobilise tous, il faut aller au feu. On avait des images qui tournaient dans le monde entier où la France était à feu et à sang, et on n'a pas de protection particulière. Donc il faut trouver des solutions. Mais avant une loi, ce à quoi vous appelez ce soir, c'est à une rencontre à très court terme là, avec Gérald Darmanin ou avec Elisabeth Borne? Bien sûr, c'est la solution, c'est le dialogue social. Vous savez, la CFDT, on est pour le dialogue social. C'est trouver des solutions qui permettent de mieux protéger. Les policiers, c'est des travailleurs. Ils sont dans des conditions extrêmes parfois. Ça serait bien que Mme Borne reçoive très rapidement les syndicats de police. Mme Borne ou Gérald Darmanin, peu importe. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse discuter des solutions à apporter. Alors, vous êtes d'accord avec ça, Bruno Bartocchetti, pour le syndicat Unité SGP Police FO? On va au-delà du dialogue social. On a des propositions, ça fait longtemps qu'on les met sur la table, sur, comme je vous l'ai dit, un préambule sur la magistrature qui doit se spécialiser. Aujourd'hui, vous avez parlé de la Première ministre qui va s'exprimer ce soir. Il faut qu'elle pense qu'elle va s'adresser à cette population qui nous soutient à 80, 75, 80%. Ça, c'est un premier point. Si elle ne veut pas aborder le sujet qui peut froisser Dame Justice sur les magistrats spécialisés, ça aura été inutile. Ce sera un discours inutile et qui n'apaisera pas notre colère. Notre colère, elle est comprise par la population. Donc effectivement, on va aller plus loin, comme je l'ai dit, sur l'encadrement juridique des policiers. Ça ne veut pas dire, comme ça a été dit sur le plateau, ça ne veut pas dire
qu'on ne respecte pas les décisions de justice, puisque notre collègue, lorsqu'il a été en garde à vue, on ne s'est pas soulevé dans les médias ou dans la rue. Il y a des mises en examen, on les respecte. Il y a des présomptions d'innocence également. C'est surtout ce schéma de déférer un policier. Je pense aussi à mon collègue de Nanterre et je pense à toute la profession qui pourrait se retrouver dans cette situation. Et lorsqu'on dit que l'exécutif a soutenu sa police, je regrette, mais l'exécutif, le chef de l'État, a condamné le policier de Nanterre avant même que la procédure débute en disant c'est inexcusable et c'est grave ce qui s'est passé. Donc là, la justice aussi doit s'exprimer. Si elle veut s'exprimer contre notre action de syndicalistes, elle doit s'exprimer également sur la position du chef de l'État et du Premier ministre qui va s'exprimer ce soir. C'est très important, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est systématiquement le policier qui est pointé du doigt, on le traite de corporatiste, fauteur de troubles. Non, nous sommes les victimes de ce système-là. Il y a Vincent Vantiguen qui voulait vous poser une question. Oui, juste une question parce que tout à l'heure, vous avez répété à l'instant votre demande pour avoir des magistrats spécialisés, disant notamment que les magistrats ne connaissaient pas forcément comment prendre en compte la réalité du métier de policier, mais en fait, ça existe déjà, les sections spécialisées dans les parquets, que ce soit à Paris ou à Marseille, avec des magistrats qui sont spécialisés dans la gestion de cette affaire. Du coup, vous, ce que vous demandez, c'est une juridiction spécialisée, c'est ça? Comme par exemple un parquet antiterroriste ou un pôle santé publique, c'est ça ce que vous réclamez? Parce que le fait que des magistrats s'occupent spécifiquement des dossiers dans lesquels des policiers sont impliqués, ça existe déjà en fait. Oui, mais c'est pas répandu. Ça existe, mais c'est pas répandu. On peut vraiment généraliser ce schéma-là et une juridiction spécialisée. Effectivement, pourquoi? Parce que vous avez de permanence le week-end, parfois, des juges qui connaissent bien leur travail sur l'affaire familiale et qui ne connaissent pas, par exemple, la législation. Et vous demandez à certains magistrats qui s'expriment sur la législation des armes, il sera pas approximatif dans ses réponses. Et on a le droit aujourd'hui, même lorsque les dames de justice se remettent en question, c'est pour cette raison qu'effectivement, on demande cette juridiction spécialisée. Ça fait très longtemps qu'on la demande, non pas pour avoir un passe-droit, non pas pour qu'on soit dos à dos police-justice, mais pour qu'on puisse travailler autour des problèmes du policier dans l'exercice de ses fonctions. On est bien d'accord. Merci. En tout cas, à 19h, les réponses de la Première ministre en direct sur BFM TV. Première grande interview après le remaniement pour Elisabeth Borne, interrogée par Néla Latrousse en direct de Matignon, donc à suivre ce soir sur BFM TV. Dans un